Et bienvenue à tous sur ma chaîne Cinémagique, et aujourd'hui nous allons parler de quoi? De Arctic, premier film de Joe Pena qui s'est fait connaître grâce à sa chaîne YouTube Mystery Guitar Man. Alors apparemment il souhaitait à la base faire son récit sur Mars, il l'a finalement déplacé en Arctique, ce qui est pas mal car c'est un lieu isolé, immaculé et rempli d'hostilité. On sent qu'il y a un véritable désir de réalisme de la part de Joe Pena qui a été tourné en Islande avec des conditions météorologiques très instables. L'équipe ayant dû faire face à des conditions extrêmes, notamment l'acteur, le fameux Mads Mikkelsen, qui porte littéralement le film sur ses épaules. En nous offrant une prestation tout en retenue, en émotion, on sent sur son visage tout ce qu'il a enduré, ce par quoi il est déjà passé. Sa seule présence suffit à nous immerger dans un vécu que l'on ne connaît pas. Alors les paysages sont magnifiques, d'une blancheur et d'une froideur impressionnantes, au point que l'on peut même ressentir pendant la séance tout ce froid. Tout est baigné dans une lumière qui varie entre le blanc, le bleu, le gris, représentant cet exil forcé et empreint d'éternité. Les conditions extrêmes de tournage peuvent faire penser à celles de The Revenant, avec une scène d'ours aussi d'ailleurs. Et bien que cela donne une forme de réalisme assez fou avec des prises de risques énormes, il y a une chose qui m'a quand même interrogé. Est-ce qu'un acteur est plus méritant parce qu'il nous livre une prestation due aux conditions réelles de tournage, ou lorsqu'il doit puiser au fond de lui sans avoir de repères réels, autres que des fonds verts par exemple? C'est-à-dire que l'un est dans une situation qui facilite grandement son jeu puisque tout est réel, là où l'autre doit trouver un moyen de nous faire ressentir des choses sans être dans les conditions. Est-ce que nous-mêmes dans un tel cadre ne serions-nous pas de formidables acteurs, puisque justement il ne s'agirait pas de jouer, mais juste d'être? Alors évidemment, être dans de telles conditions ne peut que pousser un individu dans ses retranchements pour offrir une prestation au-delà de son propre jeu. Bon voilà, juste une idée comme ça en passant. Ce sont deux façons de faire et deux types d'expériences très différentes. Alors on ne sait pas grand-chose sur le personnage, bien qu'il semble être un membre de l'équipage de l'avion. On ne sait pas non plus depuis combien de temps il est là, mais bien qu'on ne sache rien et qu'il parle peu, on le sent fort, endurant et intelligent. Il a su s'organiser pour survivre à cet environnement glacial. Même quand il va entreprendre le voyage et être confronté aux imprévus, il va rester calme et lucide. C'est un homme à la fois volontaire, déterminé et d'une force de résiliation impressionnante. J'ai vraiment aimé ce parti pris de nous montrer que l'instant présent, en faisant abstraction de tout flashback ou de love interest. On devine le personnage par son courage et sa bravoure. Il aide la fille par pur altruisme, il prend soin d'elle et la protège. C'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent au cinéma, autant de bienveillance envers quelqu'un qu'on ne connaît pas, sans rien demander ou attendre en retour. Ce sont des moments qui sont vraiment touchants. Comme quand il la serre contre lui, c'est d'une force. Ou quand il voit la photo de famille, ça lui fait quelque chose. Et on ressent tout ce qui lui a manqué, ce qu'il n'a plus, ce vers quoi l'on tend en tant qu'être humain. C'est vraiment fort. Il y a des scènes qui sont vraiment à fleur de peau, parfois intenses, parfois frustrantes. C'est à la fois prenant et saisissant, où l'on se sent comme condamné par cette prison glaciale et infernale. C'est un film qui nous confronte à toute une palette émotionnelle, où l'on est en constante empathie avec le personnage qu'on aimerait voir survivre. Néanmoins, c'est le genre de film qui pourra être perçu comme étant assez mou et lent, vraiment très lent, où il ne se passe rien. On est plutôt dans le contemplatif et le méditatif, donc pour spectateurs avertis. Alors j'ai envie de parler de quelques scènes, donc spoil. J'en profite pour faire une grosse dédicace à Céline, qui a été profondément touchée par ce film. La première scène, c'est celle de la fin, où j'ai tiqué un peu sur le plan final, avec cet hélicoptère qui apparaît à l'écran, coupant brusquement notre émotion. J'ai trouvé que ce n'était ni forcément esthétique, ni symbolique. On termine sur cette note positive du sauvetage qui apparaît, mais j'aurais plutôt opté pour rester sur cette séquence où ils se tiennent la main, et qui est pour le coup un plan à la fois touchant et émouvant. À la limite, une fin où on entendrait mélanger avec le bruit environnant ce que l'on penserait être des hélices d'hélicoptère, là ouais, ça aurait pu être pas mal. L'autre scène, c'est le moment où il se sépare de la fille, car ça donnait l'impression qu'elle était morte et qu'il partait. Mais quand il revient, il s'excuse de l'avoir laissée, comme si volontairement il l'avait abandonnée, sachant qu'elle n'était pas morte. Du coup, en y repensant, ce serait plutôt qu'il pensait qu'elle ne s'en sortirait pas et que c'était la fin pour elle, lui laissant la photo de sa famille dans les mains, un peu comme le mot qu'il lui avait laissé dans l'avion, au cas où elle se réveillerait. En plus, si elle avait été morte, il l'aurait probablement enterrée. Juste après, on voit cette fleur sur le sol, puis il tombe dans un gouffre. En fait, c'est ce passage dans la caverne qui apporte la culpabilité, le pardon, avec une dimension plus métaphorique et introspective. On pourrait tout à fait se dire que la fille n'existe pas, qu'elle est son vendredi et que tout est dans son esprit.
Le SOS, c'est celui de l'homme en détresse, face à la solitude, au désespoir, une partie que l'on trouve en chacun de nous, et qui survit face à tous les dangers, seul à travers cette immensité de l'existence. C'est l'homme dans son errance terrestre, en quête de sens, de motivation. On regarde tous au loin les possibilités, les rêves de merveilles qui nous attendent derrière les montagnes, comme l'expression se faire une montagne d'eux, qui nous empêche d'avancer. Alors on envoie des messages, des signaux en espérant qu'une personne viendra nous secourir, qu'une force extérieure viendra nous sauver de ce rude hiver. Mais pas de miracle. Il n'y a que par l'effort individuel que l'on peut s'accomplir et laisser des traces de son passage dans cette immensité d'éternité. On le voit regarder plusieurs fois les montagnes au départ, se doutant qu'il pourrait tenter quelque chose, mais il ne le fait pas. Il y a ici la notion des choix de vie, celle de rester dans un lieu plus ou moins confortable en attendant l'inéluctable, ou celle de prendre un chemin inconnu, sans aucune certitude de ce que l'on va trouver derrière, ni même si on y parviendra. C'est un risque à prendre. Il est seul dans ce jardin de glace, comme en perdition, jusqu'à l'apparition d'une femme, qui arrive un peu de la même manière que lui au final. D'ailleurs c'est marrant pendant le film, en le voyant attendre un signe comme ça, je me disais que les miracles ne tombaient pas du ciel, alors qu'en fait, on n'est pas loin de l'idée. La femme est ici le fardeau qu'il doit porter pour revenir à la vie. Elle est la partie de lui-même qui est blessée, paralysée par les glaces et les montagnes, ne pouvant ni bouger ni communiquer, ne pas être au monde. Mais elle est aussi la manifestation symbolique d'une flamme intérieure, un moteur pour affronter tous les obstacles, l'incarnation d'une raison d'être, du sens à tous ses tourments. Et quand il la laisse, il abandonne le sens même de ce qui lui a permis d'avancer, d'où le fait qu'il tombe et se blesse à la jambe, le membre qui permet d'avancer. C'est à cause ou grâce à elle que tout devient possible. Il retrouve l'élan pour aller de l'avant et franchir toutes les montagnes de la vie. On peut aussi se dire que quand on est seul, en quelque sorte on survit. Mais quand on trouve quelqu'un, on a envie de vivre. La fleur sur le sol montre aussi que malgré le froid et la glace, une fleur est parvenue à pousser. Comme dans un célèbre film, la vie trouve toujours son chemin, même dans des conditions extrêmement rudes, comme une forme d'espoir. Derrière la glace se dissimule l'eau et les émotions que l'on contient pour avancer, comme si on avait le poids de l'humanité. Il est certain que tout le film ressemble à une punition, celle de réduire en esclavage un homme si brillant à une quête qui semble vaine et fastidieuse, tentant à la fois d'échapper à une mort certaine, tout en cherchant à sauver la fille, ou la vie, en la transportant à travers des épreuves interminables. On peut y voir le mythe de Sisyphe, éternellement condamné à pousser une pierre jusqu'en haut d'une colline, qui retombe à chaque fois. Comme toutes les scènes du début dans son quotidien, qui nous montrent le dur labeur auquel l'homme doit se plier chaque jour. C'est une souffrance, une forme de châtiment infligé par ce qui dépasse notre entendement. Et c'est d'autant plus amplifié par le personnage qui a déjoué la mort et avec les scènes où il tente de faire grimper la fille sur la montagne, et qu'elle retombe inlassablement. Il y a aussi la montre avec la notion de répétition ou de temps qui passe, celui qui est déjà passé, celui auquel on se raccroche, celui qu'il reste, le fameux temps qui nous est imparti dans cette vie. Il y a cette idée de lumière, d'amour et d'espoir qui s'élève au-dessus de la surface de nos problèmes, que l'on y revient toujours malgré nos échecs, et que malgré ce qui ressemble à un voyage au bout de l'enfer, la vie vaut la peine d'être vécue. Comme le dit Albert Camus, il faut imaginer Sisyphe heureux, ce qui nous renvoie sur la fin du film, où même si l'on peut douter de leur survie, il faut percevoir le voyage comme étant positif. Finalement, l'hélicoptère pouvant signifier une forme de récompense céleste à l'égard de sa détermination. D'ailleurs, pour cette phrase de Camus, il faut noter qu'elle a été reprise d'un philosophe japonais, Kuku Shuzo, qui dit qu'un homme passionné par le sentiment moral n'est pas dans l'enfer, il est au ciel. Sa bonne volonté, la volonté ferme et sûre de se renouveler toujours, de toujours rouler le roc, trouve dans cette répétition même toute la morale. En conséquence, tout son bonheur. Il y a ce côté conte, fable universelle. On revient au point de départ, avec la chute de l'homme dans un royaume hostile et cruel, la nécessité de se nourrir, de résister aux forces de la nature, et la découverte du feu, à la fois une lumière qui s'oriente vers le ciel, tout comme une arme pour se nourrir, pour se défendre, comme face à l'ours, face à la bête. C'est l'homme qui apprivoise la nature et entame un long chemin vers la culture. Le film exprime aussi l'indifférence du monde à l'égard des créatures qui le peuplent. Le SOS est un message aux étoiles pour y dénicher un signe de vie, une présence,
À nous qui errons au milieu de ce vaste royaume de glace, vide et infini, refoulant par tous les moyens ses angoisses primaires et terrifiantes. Nous sommes une forme d'espoir au milieu du vide infini, comme la Terre elle-même est une fleur au milieu de l'univers. Voilà pour ce film, où il n'y a rien, et qui est pourtant d'une grande richesse par tout ce que l'on peut y projeter. La force du film est clairement l'interprétation de l'acteur, les compositions de Trapanese, mais aussi son ambiance, son atmosphère, n'ayant que pour seule intention de nous faire vivre une expérience sensorielle implacable, dans un monde qui ne fait pas de sentiments, et qui pourtant se verra donner un sens par la passion et l'émotion que transmet ce personnage d'exception. Joe Pena montre qu'avec peu d'éléments, on peut être complètement happé, plongé en pleine immersion dans l'instant présent. Et c'est bien là l'essence même du cinéma. On n'a pas besoin de savoir ou de tout connaître, mais de vivre et de ressentir. Continuez à voir des films, quant à moi je vous dis à bientôt et que la magie soit avec vous.